Bien, bonjour à tous. Je me présente, Flavie Antérion, je suis responsable marketing digital chez Francaire. Bienvenue à ce webinaire consacré aux solutions de ventilation RE 2020. Un sujet ô combien important, donc un sujet d'actualité, hein, la recherche de la sobriété énergétique dans les bâtiments tertiaires. Alors aujourd'hui, nos experts Francaire, Socotec et Etamine se sont réunis pour échanger et partager leur retour d'expérience sur les solutions de ventilation pour répondre donc à la réglementation environnementale RE 2020 dans les bâtiments tertiaires. Et donc, dans le cadre de ce webinaire, j'accueille donc Claudie Ferlet, qui est directrice développement métier de l'énergie et du bas carbone au sein de la Socotec, qui répondra déjà à quels sont les enjeux de la RE 2020, quels sont les challenges importants à relever. J'accueille également Solène Peragros, donc directrice technique associée du bureau d'études Etamine, donc qui interviendra sur les paramètres de sensibilité, donc avec une étude de cas relativement intéressante autour de la ventilation dans les moteurs de calcul RE 2020. Et enfin, on finira donc avec Céline, responsable marketing tertiaire, et Safa Chakir, expert technique Francaire, donc qui, elles, vous présenteront donc les solutions de ventilation conformes à cette nouvelle réglementation, et donc vous proposer les meilleures solutions pour vos projets. Donc on va être ensemble pendant à peu près 45 minutes. On prendra bien évidemment 15 minutes à la fin de ce webinaire pour répondre à vos différentes questions. Je vous invite d'ailleurs à poser toutes vos questions dans l'onglet dédié qui se trouve sur votre droite. Voilà, je vous invite à passer votre écran, donc en plein écran tout simplement, pour que vous puissiez mieux voir les slides. Voilà, bon webinaire à tous. Et Céline, je te passe la parole. Merci Flavie, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire, comme le disait Flavie, consacré au retour d'expérience sur les solutions de ventilation pour répondre à la RE 2020 dans le tertiaire. Donc l'idée, c'est vraiment de partager nos connaissances, de répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Pour démarrer, une petite introduction. Depuis 1974, les différents gouvernements ont travaillé à faire évoluer les réglementations énergétiques des différents bâtiments. Une nouvelle étape depuis plus d'1 an. La France est passée d'une réglementation thermique à une réglementation environnementale, la RE 2020, beaucoup plus ambitieuse et exigeante pour la filière construction, avec notamment la prise en compte de l'impact environnement associé au carbone. La RE 2020 est rentrée en vigueur pour d'abord les logements et poursuit son déploiement avec la mise en application depuis le 1er juillet 2022 pour les bâtiments d'enseignement et les bureaux. Et il y aura de nouvelles étapes à venir début 2024. Les évolutions par rapport aux précédentes réglementations amènent de nouveaux défis qui amènent de nouvelles approches et de nouvelles sensibilités à avoir. Et au sommaire de ce webinaire, l'idée est de regarder les enjeux de la RE 2020 et leurs challenges importants à relever, de regarder quels sont les paramètres de sensibilité autour de la ventilation dans les moteurs de calcul RE 2020 et de voir les solutions à proposer pour vos projets sur la partie confort d'été, autour de la ventilation bien sûr, et sur la partie sobriété énergétique également. Je passe la main à Claudie, pardon. Merci beaucoup. Alors, je vois dans le chat qu'on a des messages juste de problématiques de son et d'image. Je vois s'il y a vraiment... Ok, donc c'est pas générique. Ok, c'est pas général. Bonjour à tous, pardon. Merci beaucoup pour m'avoir accueilli au sein de ce webinaire. Et l'idée, c'est de vous proposer un topo assez rapide des enjeux de la RE 2020 et les challenges importants qui sont à relever dès à présent. Donc Céline, tu nous l'as présenté et proposé. La RE 2020 aujourd'hui, c'est effectivement la suite de la RT 2012. On est passé d'une réglementation thermique à une réglementation environnementale. Et cette réglementation environnementale, elle amène 3 grands volets. Le volet lié à l'énergie, le volet qu'on appelle environnemental ou volet carbone, et le volet qui concerne le confort estival. Donc on va finalement, au travers de ces 3 volets, changer notre vision du bâtiment pour aller plus loin et pour améliorer notre mode constructif.
Alors, pour le rappeler rapidement aussi, la mise en application de cette réglementation environnementale s'échelonne au fur et à mesure des années. Donc, depuis le 1er janvier 2022, c'est la grande révolution avec la mise en place de la RE 2020 au niveau des bâtiments d'usage à usage d'habitation. Puis, depuis le 1er juillet 2022, cette réglementation s'est étendue aux constructions de bâtiments à usage de bureaux et d'enseignement. Depuis le 1er janvier 2023, on a une extension de cette réglementation qui est venue sur la partie des petites surfaces et des extensions de bâtiments sur les usages précédents. Donc, petites surfaces et extensions sur les bâtiments à usage d'habitation et sur les bâtiments à usage de bureaux et d'enseignement. À savoir que cette réglementation environnementale s'applique strictement aux constructions neuves et qu'elle s'applique en fonction des usages de manière différente. On va le voir juste après. Sur les bâtiments à usage d'habitation, bureaux et enseignement, on a vraiment les 3 volets qui s'appliquent, le carbone, la thermique et le confort d'été. À partir de sur les petites surfaces et les extensions, ainsi que sur les constructions temporaires qui sont à venir, nous n'avons que certains volets de la RE 2020 qui s'appliquent. On est en attente de textes complémentaires pour les autres usages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne connaît pas encore les modalités d'application de cette RE 2020 sur les bâtiments d'autres usages tertiaires, autres que les bureaux et les locaux d'enseignement actuels. Et apparaître aussi un label d'État qui permettra d'aller un petit peu plus loin que le simple niveau réglementaire qui sera amené à aller dans des constructions encore plus vertueuses que celles qui sont visées par les exigences de la RE aujourd'hui. Tout ça veut nous dire quoi? Tout ça veut nous dire qu'on est dans une temporalité un petit peu complexe aujourd'hui, puisqu'on a dans certains usages, comme par exemple les logements ou les locaux de bureau, la RE 2020 qui s'applique, mais on a d'autres usages, comme par exemple les commerces, où la réglementation environnementale n'est pas encore applicable. On va donc se retrouver avec des projets dans lesquels les réglementations vont vivre ensemble. L'exemple qui est sous vos yeux, un exemple de logement et de commerce, qu'on pourrait appliquer aussi à un exemple de bureau et de commerce, où on va avoir plusieurs réglementations sur un seul et même projet. Pour comprendre les tenants, les aboutissants de cette réglementation, il faut comprendre qu'elle s'oriente en 2 grandes typologies d'exigences. Les exigences de résultats, qui sont en fait des indicateurs qu'il faut respecter, et puis on a des exigences de moyens, qui sont des mesures et des engagements à prendre. Donc, pour comprendre les exigences de résultats, on se retrouve avec 6 indicateurs, 4 indicateurs qui témoignent de l'exigence liée au volet énergétique, un indicateur sur le volet du confort estival et 2 indicateurs qui reprennent le volet environnemental ou le volet carbone. À savoir que ces deux derniers indicateurs, ceux qui sont liés à l'impact climatique, ceux qui sont liés au carbone, ils évoluent dans le temps. Donc, un projet qui répond aujourd'hui aux contraintes de la RE 2020, qu'on appellera au seuil 2022 ou 2023, le projet strictement identique, en 2025, pourrait ne pas répondre aux exigences de la RE 2020. Idem pour 2028, on a des contraintes qui sont de plus en plus importantes et qui, du coup, laissent le temps à la filière de s'organiser. Si on regarde en un mot la partie carbone, et de toute façon, Solène nous le définira plus précisément à la suite dans le cas d'usage qu'elle présentera. En fait, le volet carbone, les 2 indicateurs qui témoignent de la partie carbone sont traduites dans la RE 2020 par une analyse de cycle de vie. Cette analyse de cycle de vie, c'est en fait un découpage d'un projet, à la fois dans la temporalité du projet, mais aussi, prendre exemple d'un bureau, on va découper le projet avec tous ses matériaux. On va aller regarder l'impact carbone du revêtement de sol, l'impact carbone de la structure, l'impact carbone des équipements que l'on va mettre à l'intérieur. Tout ça se découpe, c'est ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. C'est ce qu'on a en haut à droite qui est découpé en 13 lots. Et si on regarde la majeure partie des impacts de ces lots sur les bureaux et locaux d'enseignement, donc l'application de la partie tertiaire aujourd'hui, on réalise que les lots les plus impactants sont les lots liés à la superstructure et à la maçonnerie,
aux façades et aux menuiseries extérieures, ainsi que le lot CVC dans lequel on va retrouver bien évidemment nos installations de ventilation qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, dans ces indicateurs-là, dans ces deux indicateurs-là liés au carbone, on va retrouver des poids carbone, des incidences, des impacts climatiques qui vont être propres à chaque matériau et à chaque équipement que l'on va installer dans un projet. Si je continue pour ce qui concerne les exigences de moyens, on va retrouver tout au long du projet des obligations de réalisation. Par exemple, l'attestation au dépôt de PC d'un engagement du maître d'ouvrage à prendre en compte la réglementation environnementale, tant sur la partie énergétique que sur la partie carbone. On retrouve évidemment l'analyse de cycle de vie qui doit être réalisée au plus tard avant la déclaration d'ouverture du chantier. Et c'est en fin d'opération, au moment de la réception des travaux, qu'on va retrouver le maximum des exigences de moyens à respecter. Alors, j'ai remis sur la slide la vérification des systèmes de ventilation, mais qui ne concerne que la partie logement, qui ne concerne ici pas la partie bureau. On a aussi les mesures de perméabilité à l'air de l'enveloppe, qui est obligatoire sur l'ensemble des opérations tertiaires de moins de 3000 m². On retrouve l'attestation en fin d'opération qui fait écho à celle qu'on a déposée au PC. Donc, on va retrouver au moment de la fin de l'opération une attestation de prise en compte de la réglementation environnementale, tant sur les impacts énergétiques que sur les impacts carbone. Et évidemment, comme pour toute opération, on retrouve à la fin le diagnostic de performance énergétique au moment de l'achèvement des travaux, souvent au moment de la réception et de la livraison du bâtiment. On a d'autres exigences de moyens qui se témoignent plutôt par des obligations, type des obligations d'accès à l'éclairage naturel, des obligations compte tenu de l'éclairage artificiel, sur les isolations et les ponts thermiques. On ne rentrera pas dans ce détail-là aujourd'hui, mais on pourra y revenir par la suite si vous le souhaitez. Un mot sur les impacts, les sensibilités liées à l'énergie. Donc, on a balayé rapidement tout à l'heure les 6 indicateurs qui sont des exigences de résultats. Parmi ceux-ci, on retrouve le BBIO. Le BBIO, c'est le besoin bioclimatique qui va témoigner de l'architecture et puis de l'enveloppe du bâtiment. Donc, on se rend compte que sur ce BBIO, on a une exigence qui est accrue par rapport à ce qu'on avait en RT 2012. Et du coup, on a une mise en avant des performances de l'isolation du bâtiment et une mise en avant des matériaux biosourcés. C'est ça qui ressort aujourd'hui de la réalisation, de la réalité de la RE 2020. Sur la partie consommation d'énergie primaire, l'indicateur qui relie tous les usages chauffage, refroidissement, ventilation, consommation d'eau chaude sanitaire et aussi les auxiliaires, on réalise aujourd'hui que, alors c'était déjà largement connu, c'est propre aux maisons individuelles qu'on va supprimer les systèmes gaz. En bureau, ce n'est pas le cas. En bureau, on a encore la possibilité d'avoir des systèmes gaz et par contre, on prône aujourd'hui la mise en avant des systèmes thermodynamiques et des réseaux urbains vertueux et permet la réalisation d'une RE 2020 de manière plus simple. En lien avec le confort d'été, si on a un confort d'été qui n'est pas très cohérent sur le projet, si le confort d'été est mis à mal, alors on va avoir une pénalité sur le CEP, sur la consommation d'énergie primaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le confort d'été n'est pas respecté, alors la consommation d'énergie primaire va être impactée par une pénalité. Le dernier indicateur d'un point de vue CEP, donc la consommation d'énergie primaire non renouvelable, elle permet de témoigner non pas d'une obligation de mise en place d'énergie renouvelable comme on pouvait l'avoir avant, mais on va regarder non pas l'obligation d'énergie renouvelable, mais la possibilité de limiter les énergies non renouvelables. Donc, ça met en avant encore la partie énergie renouvelable et l'autoconsommation qui est pris en compte dans la partie RE 2020. Un dernier mot sur la partie confort d'été estival. Comment est-ce que l'on met en amont, comment est-ce que l'on
met en avant la partie confort d'été sur la RE 2020, on va chercher à limiter les transmissions de chaleur de l'extérieur vers l'intérieur ou la déphaser. On va mettre en avant la limitation des apports solaires aux moments les plus chauds de la journée. On va chercher à mettre en place des équipements de rafraîchissement passif. Donc, on va retrouver ici les brasseurs d'air, les rafraîchissements adiabatiques ou les puits climatiques. Et on va maximiser le rafraîchissement du bâtiment lorsque la température extérieure le permet. On ne remplacera en rien la ventilation mécanique. C'est plutôt d'utiliser les moyens les plus simples pour permettre un rafraîchissement dit naturel. Je dois arriver au bout de ma partie et je laisse donc la place à Solène pour qu'elle nous présente les sensibilités autour de la partie carbone. Bonjour à tous, merci Claudie. Effectivement, donc on va essayer de revenir un peu concrètement sur ce que ça peut donner sur un cas d'application. Donc d'abord sur le volet de l'impact carbone, avec un zoom sur, dans cet impact carbone, donc l'indicateur IC Construction de la RE 2020, dont on a vu que l'exigence sur cet indicateur allait se durcir dans le temps. Qu'est-ce que ça donne et quelle est la part des lots techniques là-dedans, et en particulier de la ventilation. Donc, si on se restreint à l'usage de bureaux aujourd'hui, donc ce qu'on remarque, c'est que déjà l'atteinte de ce seuil IC Construction exigence 2022, c'est pas une évidence pour toutes les opérations de bureau. Là, on montre un test sur quelques opérations de bureau récentes avec en bleu la photo du projet et le niveau d'exigence maximum en orange. Donc, c'est vraiment un seuil qui déjà aujourd'hui est dimensionnant pour un certain nombre de projets. Et sur lequel, du coup, il va falloir trouver des moyens d'agir pour être conforme à la réglementation. Et le caractère dimensionnant du seuil 2022 fait que le seuil 2025, qui est plus difficile, il constitue une marche réelle par rapport à l'usage de logement qui a été un peu plus tôt documenté puisque la réglementation est applicable depuis plus longtemps. On se rend compte qu'en bureau, on a une marche plus haute à franchir pour être conforme au seuil 2025. Quelques spécificités pour être conforme à cet indicateur solution constructive. Déjà, il faut dézoomer un petit peu en remarquant que le volet programmation, donc quelle stratégie de conception globale de l'opération on va adopter, est un très fort levier d'amélioration de cet indicateur IC Construction. Donc, à cette échelle, on va dire programmatique, on va trouver des leviers importants, l'optimisation du taux de surface vitrée, la présence ou non de planchers techniques et ce qui est lié à la hauteur du pas d'étage, la compacité, le niveau de performance thermique globale de l'opération. Ça va être des leviers importants qui peuvent jouer jusqu'à 20% de performance sur cet indicateur IC Construction. Un autre levier qui n'est pas directement, qui est assez transversal, c'est le réemploi. Dès qu'on va mettre en œuvre des matériaux de réemploi sur l'opération, leur impact carbone est considéré comme nul, même si objectivement, il n'est pas forcément tout à fait nul. C'est des matériaux qui peuvent nécessiter des reprises, de la main-d'œuvre, voilà. Par convention, la RE 2020 va considérer que dès qu'on met en œuvre un matériau issu du réemploi sur l'opération, qu'il soit, qu'il ait été réemployé, provenance locale ou non, sa convention, c'est 0. Donc, c'est un levier d'optimisation important et qui va peut-être demain conduire à se décliner, y compris sur les lots techniques. Juste une petite équation qui fait peur, mais qui est très simple. Comme l'expliquait Claudie tout à l'heure, cette IC Construction, en gros, c'est une addition de l'impact carbone de tous les produits de construction mis en œuvre dans le bâtiment. Donc, cette addition, en fait, c'est la somme pour chaque produit de construction d'une quantité, combien on en met en œuvre sur le bâtiment, d'une donnée environnementale, c'est-à-dire ce produit de construction, quel est son impact carbone propre. Et il y a aussi une prise en compte du nombre de remplacements de ce produit de construction pendant la durée de vie du bâtiment qui, par convention, est prix égal à 50 ans pour tous les bâtiments neufs.
Donc, ça signifie qu'un matériau qui va être présent en grande quantité sur le bâtiment va avoir un impact carbone plus important. Un matériau qui intrinsèquement a un impact carbone par unité important, il va aussi jouer beaucoup. Et un matériau qui a une faible durée de vie, par exemple les matériaux souvent de finition qui peuvent avoir des durées de vie de l'ordre d'une dizaine d'années, le fait qu'on va les considérer comme remplacés 5 fois au cours de la vie du bâtiment, ils vont avoir un impact carbone aussi important dans la photographie qu'on fait. L'autre point qui est important de comprendre, c'est que les données environnementales des produits de construction, elles sont de différentes natures. Elles sont toutes centralisées dans une base de données unique et nationale qui est utilisée et utilisable par tous les concepteurs. Et cette base de données, elle comporte à la fois des données par défaut, donc qu'on peut utiliser de façon, on va dire, très large. Elles vont représenter un champ d'exploration. Elles ne sont absolument pas liées à des références commerciales et donc elles peuvent être utilisées par défaut, c'est leur nom. Le problème, c'est qu'elles sont pénalisées. Utiliser ces données-là, c'est en gros l'impact carbone est multiplié par un coefficient. Donc, on sait que c'est plutôt une stratégie pénalisante sur un projet. On peut aussi utiliser des données collectives qui, cette fois, ne sont pas pénalisées. Elles ont été mises au point par des groupements d'acteurs économiques, par exemple des syndicats professionnels. Et c'est intéressant puisqu'il suffit de s'engager à prendre un produit de différents fabricants. On n'est pas obligé d'être avec une seule référence commerciale. Ce qui est le propre des données individuelles. On va associer cette fois le calcul à une référence commerciale fabricant. Donc ça, c'est très intéressant pour optimiser l'impact carbone, mais ça suppose de prendre un engagement potentiellement très tôt sur le projet. On a vu que la première photo carbone du projet, normalement, c'est au moment du permis de construire qu'on essaye de s'en faire une idée. Donc, c'est pas forcément facile pour les concepteurs. Ça, c'est valable pour tous les produits de construction. Et il y a une spécificité propre au lot technique, c'est le fait de pouvoir avoir une approche forfaitaire. Donc, on voit à gauche la liste, la décomposition en fait de tous les lots techniques qui sont simulés dans le bâtiment. Et en bureau, pour les lots qui sont identifiés en jaune, on est autorisé à ne pas faire une évaluation personnalisée pour le projet, mais à prendre en compte une évaluation, un forfait, une valeur forfaitaire qui n'est pas modifiée d'un projet à l'autre. Donc, on voit que c'est le cas pour le lot 8.4 qui concerne le traitement d'air. Donc, en ventilation, aujourd'hui, on n'est pas obligé de faire un calcul détaillé et représentatif de la performance carbone du bâtiment. Néanmoins, on a tout intérêt à le faire. Sur l'histogramme qui est à droite, vous pouvez voir qu'on a le positionnement de cette valeur forfaitaire par rapport à différents cas d'études qui ont pu être évalués. Donc, on se rend compte que parfois, le forfait, il est assez judicieusement placé au centre de la fourchette représentative des calculs. C'est le cas pour les équipements de production CVC, par exemple. On a un forfait qui est plutôt une valeur médiane. Mais pour ce qui va être la ventilation, donc le lot 8.5, par exemple, le lot 8.4, le traitement d'air, là, on a un forfait qui est systématiquement plus pénalisant que l'ensemble des cas d'études étudiés. Donc, on sait que ce n'est pas très intéressant de prendre la valeur forfaitaire, en tout cas que c'est une pénalité et que ça vaut le coup de regarder le sujet dans le détail pour ce sous-lot-là. Donc, après, il y a différentes stratégies qui peuvent être complètement opposées. Et c'est le reflet aussi qu'on est dans une phase transitoire pour lequel actuellement, pour les différents produits qui constituent les lots techniques du bâtiment, on n'a pas encore une assiette de données environnementales très, très large. Donc, c'est en soi une difficulté et un point qui va probablement évoluer dans les prochaines années.
Donc ça, c'est un petit peu si on rentre dans le détail. On a vu que suivant qu'on prend une approche forfaitaire ou une approche détaillée pour les lots techniques, eh ben, on peut faire varier de façon significative l'impact carbone du bâtiment. On se rend compte, donc pour donner un ordre de grandeur, les lots techniques sur un bâtiment de bureau, ça représente à peu près 1/3 de l'impact carbone total de l'ensemble des solutions constructives du bâtiment. Sur ce tiers-là, entre une approche forfaitaire et une approche détaillée, on peut parvenir à gagner ordre de grandeur presque 30% d'impact carbone. Donc 30% de 30%, ça peut être très significatif sur la vérification de la conformité réglementaire sur cette question-là des lots techniques. Donc c'est important de l'avoir en tête. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est aussi qu'actuellement, la stratégie carbone dans l'approche détaillée, elle nous invite à faire des impasses partout où on n'a pas de données environnementales. C'est vraiment la méthodologie conventionnelle de la RE 2020 qui veut ça. Et donc, c'est aussi pour cela qu'on a une telle amélioration en approche détaillée. Et on sent que c'est une phase transitoire parce que si aujourd'hui on essaye de faire un peu de prospective en faisant des extrapolations sur des produits qui sont actuellement non présents dans la base de données INES, donc ça peut être non présent puisqu'on n'a pas exactement les bonnes références dimensionnelles, on n'a pas les bonnes gammes de puissance ou de débit pour des centrales de traitement d'air. En faisant un peu de prospective, on voit que l'approche détaillée réaugmente pour se retrouver un peu supérieur à l'approche forfaitaire. Donc aujourd'hui, pour les concepteurs, on est un petit peu entre deux. Faire une approche détaillée, c'est intéressant à date, mais ça pourra ne plus être le cas dans le futur. Et en tout cas, l'approche forfaitaire semble être un petit peu plus représentative de la réalité de l'impact carbone des bâtiments. Donc, une spécificité là qui est de l'ordre de l'adaptation temporaire à la qualité des données environnementales. Ça, c'est des données qui ont été obtenues dans le cadre du Hub des prescripteurs bas carbone, qui est un groupement d'acteurs qui se coordonnent pour partager leurs retours d'expérience projet, donc ce qui permet d'obtenir des retours d'expérience sur de nombreuses opérations. Si on zoome un petit peu sur comment concrètement, hors de cette approche, dans le cadre de cette approche, optimiser l'impact carbone des lots techniques, on se rend compte qu'on a deux lots sur lesquels c'est vraiment important de travailler, le lot CVC et le lot courant fort. Donc, c'est les deux leviers qui permettent la meilleure amélioration de cet impact carbone lot technique et qui nous permettent de gagner jusqu'à 1/3 de ces forfaits lot techniques. Si on regarde contributeur par contributeur, les 10 principaux contributeurs de l'impact carbone d'un bâtiment de bureau, le premier poste, de façon un peu surprenante, il est sur tout ce qui va être gaine et tube. Donc ça, c'est le reflet. Ça peut être un peu surprenant au premier abord, mais c'est important. Donc ça va vouloir dire qu'un bâtiment, par exemple, plus compact ou avec une distribution plus efficiente va être plus facilement conforme à cet indicateur réglementaire. La centrale de traitement d'air, intrinsèquement, on peut aussi travailler à sa performance carbone. Elle est présente aussi dans la liste de ces 10 premiers composants techniques. Donc voilà, pour conclure vraiment sur cet indicateur IC Construction, la stratégie générale d'amélioration, c'est en premier une stratégie de sobriété intrinsèque, donc avoir des bâtiments par construction programmatique qui soient favorables à cette approche carbone. Donc, compact, sobre, mettant en œuvre des matériaux de réemploi, et ça, c'est intéressant, y compris sur les lots techniques, et puis mettant en œuvre des produits de construction qui sont intrinsèquement bas carbone. Il faut retenir aussi qu'on est dans une phase un petit peu transitoire avec des photos qui sont un peu floues pour l'instant et qui ne reflètent pas forcément la performance carbone effective et réaliste du bâtiment. Et puis, c'est important de faire le lien pour en particulier pour les lots techniques, de faire un lien entre performance carbone et performance énergétique à faire. Aujourd'hui, ce sont des indicateurs séparés.
c'est-à-dire qu'ils sont séparés, mais néanmoins physiquement corrélés. Donc, améliorer la performance carbone, il ne faut pas que ce soit au détriment de la performance énergétique, sinon on risquerait d'être pas conforme à un autre indicateur de la RE20. Donc, on peut regarder ça, par exemple, par des indicateurs intermédiaires, temps de retour carbone d'un équipement, d'une centrale de traitement d'air plus performante, par exemple. Mais actuellement, c'est vrai que la faiblesse des données environnementales présentes permet encore peu de faire cet exercice, mais ça va devenir un exercice pour les concepteurs dans le futur. Voilà. Et puis, en priorité sur le lot CBC, c'est le premier sur lequel travailler pour l'amélioration de l'impact environnemental des lots techniques. Donc, ça, c'était pour un premier zoom sur une opération réelle sur cet indicateur IC Construction. Pour les autres indicateurs de la RE 2020, si je boucle un petit peu avec ce qu'expliquait Claudie, on a un renforcement des exigences sur le volet architectural des bâtiments. Sur le plan de l'énergie, on a pour les indicateurs CEP, NR et même IC Construction Énergie des contraintes, des exigences qui sont, on va dire, globalement peu renforcées par rapport aux attentes de la RT 2012. Donc, sur la performance technique intrinsèque et performance énergétique intrinsèque des lots techniques, la RE 2020 ne fait pas un grand pas par rapport à ce que faisait la RT 2012. Mais en revanche, elle fait un grand pas sur la prise en compte du confort d'été. Et c'est là où on va avoir cet enjeu de performance énergétique, en particulier pour le traitement de la question climatique en été, des systèmes techniques. Donc avec un indicateur degré-heure qui devient très contraignant. En particulier dans certaines zones climatiques. Et c'est du coup une situation qui devient favorable au déploiement de solutions d'adaptation climatique, y compris des solutions low-tech. Donc, Claudie en a parlé, du froid adiabatique, des brasseurs d'air, une stratégie globalement bioclimatique sur le bâtiment. Voilà, je vais repasser la parole à Françaire pour un petit zoom sur leurs solutions techniques. Je te remercie, Solène. Passons maintenant aux solutions de ventilation tertiaire proposées par Francaire afin d'assurer le confort d'été. Le principe du vecteur d'air repose sur la circulation de l'air frais à travers un bâtiment pour abaisser la température intérieure. Le vecteur d'air peut être réalisé grâce à la ventilation naturelle, mais ce qui nous intéresse dans cette partie, c'est la ventilation mécanique. Il est donc possible d'utiliser des dispositifs mécaniques afin d'aspirer l'air frais de l'extérieur et l'amener à l'intérieur ou pour faire circuler l'air à l'intérieur du bâtiment et faciliter son évacuation. Donc, ce que je veux dire, c'est que la ventilation joue un rôle très, très important dans le confort d'été. Parmi les solutions que Francaire propose, et comme alternative des climatiseurs, on a les brasseurs d'air qui sont aussi un bon compromis. Ils font circuler l'air dans la pièce sans aucun effet sur la température ni sur l'humidité. Par conséquent, ils produisent un effet de rafraîchissement dit naturel. L'application de Kelia Air offre plusieurs avantages. Tout d'abord, elle permet une économie d'énergie en hiver grâce à la redistribution des calories accumulées. Cela signifie que l'air chaud qui s'accumule près du plafond est redistribué dans la pièce pour une chaleur plus uniforme, ce qui va réduire donc la consommation d'énergie et les coûts de chauffage. De plus, ce brasseur d'air peut également être utilisé pour le rafraîchissement estival par brassage d'air. Et donc, on peut profiter d'une brise fraîche dans la pièce en gagnant 2 degrés Celsius en ressenti. Une autre caractéristique intéressante de Kelia Air est sa réversibilité. Avec un simple interrupteur situé sur le socle de ce brasseur d'air, on peut switcher et passer du mode chauffage au mode de rafraîchissement en une fraction de seconde.
De plus, Kelia Air offre un débit de brassage élevé tout en étant léger et silencieux. Et un dernier avantage de Kelia Air est sa faible puissance absorbée, ce qui signifie qu'on peut économiser de l'énergie et les coûts en profitant d'un environnement confortable. Francair propose un système de régulation Oxyotouch 2 qui permet de piloter les caissons de ventilation et les centrales double flux ou les unités de traitement d'air proposées par Francair. Son interface se présente sous une forme d'une télécommande tactile permettant une navigation intuitive dans les menus de contrôle et de paramétrage. Le mode Free Cooling est activé automatiquement en fonction de l'évaluation des conditions de la température intérieure et extérieure et permet d'utiliser l'air frais extérieur directement dans le local. L'Oxyotouch 2 dispose d'un deuxième mode qui est la surventilation nocturne, qui est une stratégie qui implique une augmentation de débit d'air pendant la nuit lorsque le bâtiment est inoccupé. Cela permet donc d'assurer un renouvellement de l'air suffisant pour évacuer les polluants intérieurs accumulés pendant la journée. Ensuite, Francair propose deux solutions de ventilation double flux. La solution de renouvellement d'air hygiénique offerte par les centrales PowerPlay Max Thermo, qui combine à la fois une PAC et une CTA, offrant ainsi un seul point de raccordement électrique et une installation simplifiée. En outre, cette centrale offre un double étage de filtration pour améliorer la qualité d'air intérieur. Pour mieux comprendre son principe de fonctionnement, la centrale d'air double flux est équipée d'un échangeur rotatif et d'une pompe à chaleur réversible intégrée. En hiver, les calories récupérées par l'échangeur rotatif sur l'air extrait réduisent la consommation de la pompe à chaleur, produisant ainsi de l'air chaud pour chauffer l'air insufflé. En été, les frigories récupérées par l'échangeur rotatif réduisent également la consommation de la pompe à chaleur, produisant ainsi de l'air froid pour rafraîchir l'air insufflé et assurer un confort thermique optimal. À droite, on a la FreshUp, qui est un système de rafraîchissement de l'air ambiant qui est vraiment idéal pour l'été. Cette solution innovante répond à la problématique de surchauffe des bâtiments sans avoir recours à la climatisation, ce qui permet d'éviter toute surconsommation d'énergie. En outre, cette solution nécessite une très faible consommation d'eau, ce qui la rend écologique et économique. En soufflant de l'air à une température jusqu'à 5 degrés plus fraîche, tout en maintenant un niveau d'humidité confortable. Ce système offre une sensation de confort optimale sans aucun risque sanitaire ni excès d'humidité. La régulation embarquée, l'Oxyotouch, permet une gestion optimale des fonctionnalités du module adiabatique quand on le raccorde avec ces deux produits. Les deux solutions sont pratiquement adaptées pour toute utilisation, pour les salles de sport, les crèches, les bureaux, les EHPAD ou tout autre bâtiment où le confort des occupants est une priorité. Maintenant, on va passer sur les solutions de ventilation tertiaire et la sobriété énergétique et je laisse la parole à Céline Desportes. Bonjour. Ma caméra. Oui, merci Safa. Donc effectivement, l'objectif de cette partie est de regarder un petit peu les solutions qui existent en matière de ventilation tertiaire pour répondre aux enjeux de performance énergétique. Le poste de la ventilation, le poste de consommation autour de la ventilation représente un point non négligeable dans la consommation d'énergie primaire du bâtiment. Et la ventilation joue un rôle très important du coup dans la performance énergétique.
Si on regarde un petit peu les différents moyens de travailler l'optimisation de la consommation énergétique, eh bien, c'est tout d'abord mettre en place une régulation sur l'installation pour éviter de consommer à des moments où on n'a pas forcément besoin d'apport d'air neuf ou d'optimiser les niveaux d'apport d'air neuf par rapport à l'usage. Le deuxième volet, c'est de mettre en place des équipements performants, et on le verra juste après pour cibler un petit peu les évolutions technologiques. Et le troisième volet, c'est de mettre en place de la modulation des débits lorsque les présences humaines sont fortement intermittentes dans la zone ou dans le bâtiment en question. Si on regarde un peu le premier volet, la mise en place d'une régulation sur l'installation veut dire qu'on peut mettre en place, par exemple, une programmation horaire qui permet d'ajuster, d'activer la ventilation en fonction des occupations, des phases d'occupation des bâtiments pour éviter le gaspillage de l'énergie en ventilant des espaces inoccupés. Le deuxième bénéfice ou la deuxième action, pardon, c'est d'optimiser le fonctionnement par rapport aux conditions extérieures, donc adapter pour l'usage de la ventilation par rapport aux conditions météorologiques extérieures, par exemple. Le troisième point important, ça va être autour du report des alarmes, encrassement filtre, par exemple, qui permet de prévenir les dysfonctionnements, de reporter les alarmes pour éviter les arrêts de fonctionnement inutiles en surveillant régulièrement l'état des filtres et les équipements de ventilation. Également, la mise en place d'une gestion technique centralisée, gestion technique du bâtiment, permet de piloter de manière globale la ventilation et de piloter les équipements de manière automatisée en fonction des besoins réels. Et le dernier volet que j'ai ajouté sur cette slide, c'est vraiment la gestion des paramètres de maintenance préventive en programmant des actions de maintenance pour prévenir éventuellement des dysfonctionnements. Donc effectivement, mettre en place une régulation sur l'installation permet d'éviter le gaspillage de l'énergie et d'optimiser les usages des équipements par rapport à la consommation. Le deuxième point portait sur la mise en place d'équipements performants. Donc, on le voit sur le document, plusieurs composants de la ventilation. Donc, les évolutions technologiques sont utilisées pour améliorer l'efficacité énergétique de la ventilation, donc quelque part jouer sur le CEP. On a parlé tout à l'heure des régulations intelligentes embarquées qui font partie de ce périmètre-là. Il y a également la motorisation ECM, motorisation à commutation électromagnétique, qui permet de réguler automatiquement la vitesse de rotation des ventilateurs en fonction des besoins réels pour éviter les pertes d'énergie et les surconsommations. On peut également ajouter tout ce qui est utilisation d'échangeurs double flux qui permettent de récupérer la chaleur de l'air extrait pour préchauffer l'air entrant, réduisant ainsi la consommation d'énergie nécessaire pour chauffer l'air neuf. Et on en a parlé juste avant dans le cadre du confort d'été, mais ça s'applique également dans le cadre de la performance énergétique, la récupération thermodynamique qui est également un moyen d'améliorer la performance globale du système. Il existe aussi une large palette de sondes de mesures, de pilotage de la ventilation qui permettent d'optimiser finalement l'usage de la ventilation par rapport aux besoins en temps réel et encore une fois d'optimiser les consommations énergétiques. Donc en réalité, toutes ces évolutions technologiques, tous ces moyens technologiques nous permettent au global de répondre à l'optimisation, à la sobriété énergétique, à ce besoin de sobriété énergétique dans les bâtiments en mettant la technologie au service de la consommation, de l'optimisation des consommations, pardon. Autre thème, c'était
la mise en place de la modulation des débits lorsque les présences sont intermittentes. Grâce à la motorisation ECM, on peut ajuster les débits de ventilation au besoin. Donc, que ce soit dans le cas d'une présence discontinue, c'est-à-dire avec 2 scénarios d'occupation, un bâtiment qui est soit occupé, soit inoccupé. Donc, on va pouvoir avoir recours à des registres tout ou peu et des sondes de présence qui vont permettre, par zone, d'alimenter ou d'activer, le besoin en apport d'air neuf, fonction de l'usage. Ou alors, dans le cas d'une application avec une présence intermittente, avec plusieurs scénarios d'occupation, typiquement la salle de réunion qui va accueillir 20 personnes, puis 2, puis 5, puis 12, on aura besoin d'ajuster l'apport d'air neuf et toutes ces présences intermittentes vont avoir un rôle, va avoir un poids important sur la consommation. Donc, il sera possible alors de mettre en place des registres de modulation des débits variables et de sondes, par exemple, de CO2 par zone pour pouvoir bénéficier de l'optimisation des consommations des centrales. Juste avant, je voudrais revenir sur la motorisation ECM et les gains par rapport à la motorisation asynchrone. Je te laisse la parole, Safa. Merci Céline. En fait, la motorisation ECM offre plusieurs avantages par rapport aux moteurs traditionnels à courant alternatif, les AC. Tout d'abord, on a au terme d'efficacité énergétique, les moteurs ECM sont beaucoup plus efficaces que les moteurs AC. Ils consomment moins d'énergie pour produire la même quantité de travail, ce qui va engendrer des économies importantes sur les factures d'électricité à long terme. Ensuite, on peut réguler, on a une régulation précise de la vitesse sur les moteurs ECM, ce qui est utile dans les systèmes de ventilation où la vitesse de l'air doit être ajustée en fonction de la température et de l'humidité ambiante. Ensuite, au niveau de la maintenance, les moteurs ECM sont conçus pour durer plus longtemps que les moteurs AC grâce à leur conception robuste et à leur efficacité énergétique accrue, ce qui peut se traduire par des coûts de maintenance, une maintenance facile et des coûts de remplacement faibles à long terme. Et enfin, au niveau du respect de l'environnement, les moteurs ECM sont généralement plus silencieux grâce à leur fonctionnement plus doux, ce qui peut être particulièrement important dans les systèmes de ventilation où le bruit peut être gênant pour les occupants. Et un dernier point, c'est c'est la faible empreinte carbone des moteurs ECM. Je peux vous donner un petit exemple entre 2 ventilateurs français. Le Simon 8000, c'est un ventilateur asynchrone raccordé avec un variateur. Et on va le comparer avec un Simon F400 ECM en partant sur l'hypothèse d'un fonctionnement du caisson de 5 jours sur 7 pour une moyenne de 12 heures par jour. On peut économiser 226 € sur une année en utilisant un moteur, le Simon ECM. Et on peut aussi économiser 113 kg de carbone. Donc, effectivement, on peut voir avec les économies engendrées au niveau de coûts et de CO2 que qu'il a vraiment, le moteur ECM, il a vraiment une faible empreinte carbone. Bon, voilà. Je te laisse, Céline. Oui, tout à fait. Merci Safa pour cette précision. Si on va avec cette motorisation ECM, l'usage pour aller plus loin au niveau de l'usage économe en énergie, c'est de pouvoir effectivement bénéficier de la possible modulation des débits
Donc, dans le cas de locaux à taux d'occupation fortement intermittente, on va faire de la modulation des débits où finalement, on va venir faire varier le débit d'air introduit dans chaque local à partir d'une seule centrale de traitement d'air fonctionnant sur le principe du maintien de la pression constante dans le réseau. Donc, tout simplement, il y a une sonde de qualité d'air dans le local, souvent une sonde CO2, qui va être le reflet du besoin en matière de ventilation. Celle-ci va renvoyer un signal à un registre avec débit variable et on va tout simplement jouer avec ces registres-là pour pouvoir moduler et donner l'information à la centrale qu'on a plus ou moins besoin d'apport d'air neuf et du coup plus ou moins besoin de faire fonctionner le ventilateur. Par exemple, si la personne, si tous les bureaux sont vides, eh bien les registres vont se fermer et le ventilateur va tourner à basse vitesse afin d'assurer un débit minimum dans les pièces, mais sans pour autant fonctionner à plein régime et permettant ainsi l'optimisation des consommations. À noter que la modulation avec sonde CO2 et présence également sont tout à fait valorisables dans les calculs RE et que les solutions disposent généralement d'avis techniques pour pouvoir justifier ces gains-là. Une petite conclusion, on a un petit peu débordé sur le timing, me semble-t-il, Flavie. L'ARE 2020 amène à rechercher des solutions de ventilation plus sobres d'un point de vue énergétique, plus efficientes d'un point de vue carbone et également plus confortables, notamment dans les périodes estivales. Ces solutions peuvent être construites à partir d'associations de briques technologiques qui sont déjà existantes et qu'il suffit d'étudier, d'identifier pour pouvoir consolider un projet et proposer un bâtiment conforme à cette réglementation environnementale. Je te laisse la parole, Flavie, pour la partie questions. Merci Céline, merci à tous pour ce webinaire. Non, t'inquiète pas Céline, niveau timing, on est plutôt bien. Il nous reste quelques dizaines de minutes peut-être pour répondre à certaines questions. Ne vous inquiétez pas si toutefois je n'ai pas le temps d'énoncer votre question. Nous répondrons à toutes les questions qui ont été posées au cours de ce webinaire dans une FAQ qu'on vous transmettra bien évidemment. Alors, il y avait une première question lors de l'intervention de Solène sur le cas pratique, une question de Damien. Quel type de matériaux serait assujetti au réemploi sans problématique de garantie et suivant l'offre de réemploi actuellement? Solène, est-ce que tu peux répondre ou Oui, c'est une bonne question. Actuellement, toute la filière de réemploi se met en place et se structure avec des acteurs qui se professionnalisent pour justement regarantir les performances des équipements qui sont réemployés. Aujourd'hui, il y a en soi, la RE 2020, elle n'a pas structuré ce cadre performantiel. C'est-à-dire qu'on peut remettre des matériaux en œuvre. C'est plutôt sous réserve que les assureurs acceptent cette nouvelle mise en œuvre. Donc, en soi, il y a encore quelque chose qui est en construction autour de cette question-là. On a aujourd'hui des acteurs pros qui permettent, qui deviennent des fournisseurs officiels de matériaux de réemploi professionnels avec garantie de performance, mais ça ne concerne actuellement aucun produit de lot technique. Donc, les situations de réemploi qui existent sur les lots techniques, c'est pour des luminaires, pour tout ce qui va être gaine, câblage, mais ça ne fait pas l'objet de certification de performance encore actuellement, en tout cas pas à ma connaissance. Filière en construction. Merci Solène pour ces compléments d'information. Alors on a eu plusieurs questions à ce sujet. Je vais laisser Céline répondre. Pour certains équipements, des fiches PEP sont-elles prévues pour Francair? Oui, tu as répondu, hein, Céline, que oui, oui. Pour certains équipements. Je te laisse peut-être compléter un petit peu. Oui, tout à fait. C'est bon. Non, c'est bon. Oui, tout à fait. Il y a à disposition
des fiches PEP pour lesquelles Francaire a contribué, comme les conduits métalliques circulaires, les caissons de ventilation individuelle simple flux hygroréglable par extraction basse consommation, les caissons de simple flux autoréglables par extraction, les caissons de double flux tertiaire avec batterie eau chaude et caissons de ventilation individuelle double flux avec filtre. Donc, on fera passer les liens dans la FAQ. Parfait. Peut-être que je peux répondre à la question sur le débit minimum à prévoir sur les ventilateurs à moteur ECM. Donc, en général, on est en débit mini entre 20 et 30% de la capacité max du ventilateur pour pouvoir bénéficier, considérer ça comme une limite basse pour la modulation ou la modulation de vitesse de la ventilation. Ok, merci Céline. Alors, je vais regarder parce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont pu répondre aussi en même temps. Peut-on mettre la PowerPlay dans un comble non ventilé? Peut-être une question pour Céline ou Safa. La PowerPlay dans un lieu non ventilé, c'est-à-dire dans une comble non ventilée, eh bien, la PowerPlay thermodynamique va devoir être mise en place principalement dans un local technique ou sur toiture. Safa, je ne sais pas si tu peux compléter ma réponse. Oui. A priori, il n'est pas prévu d'être installé au faux plafond. Donc c'est surtout dans un local technique pour la PowerPlay. Donc, je pourrais dire que pour un premier temps, non, il n'est pas prévu d'être installé dans des combles ou un faux plafond. De par sa compacité, de par son encombrement. Oui, exactement. Ok, ça marche. Merci à toutes les deux pour vos compléments d'information. Alors, on avait une question relativement assez longue de Jean-Sébastien, donc je vais essayer de la dicter. Solène ou Claudie, ouais, je pense que ça pourrait être pour l'une de vous deux. Est-ce que, comme les réseaux de chaleur vertueux, les boucles d'eau tempérées sont prises en compte dans le moteur de calcul RE2020 ? Si oui, est-ce que la chaleur fatale qui entre dans cette boucle est valorisée dans le calcul RE2020 ? Je me pose la question du poids carbone et énergie entre boucles d'eau tempérées versus une solution de froid autonome. Quel est en moyenne le poids carbone du lot CVC ? C'est une question effectivement très complexe et très complète. J'ai malheureusement pas toutes les réponses. Oui, les réseaux de boucles d'eau tempérées sont pris en compte dans le calcul RE2020. Je ne saurais pas rentrer dans le détail après de la chaleur fatale qui rentre dans la boucle. Aujourd'hui, les data centers n'étant pas assujettis à la RE2020, il n'y a rien de spécifique sur ce point-là techniquement. Par contre, les réseaux de chaleur sont bien pris en compte et peuvent être valorisés, particulièrement valorisés sur leur part de NR. Ensuite, sur la question subsidiaire qui était quel est en moyenne le poids carbone du lot CVC, j'en ai profité pour aller regarder sur l'étude qu'a menée le Hub des prescripteurs bas carbone en prenant des opérations soumis à des opérations E plus C-, et puis retravaillées pour être retransformées en RE2020 et sur une moyenne d'une cinquantaine de bâtiments liés au bureau, le poids du lot CVC, du lot 8, est entre 12 et 14%, si ça peut vous donner ce premier ordre de grandeur. Merci Claudie pour cette réponse très complète également. Alors, je regarde un petit peu, une dernière peut-être avant de clôturer ce webinaire. Il y avait tout un commentaire lié
par rapport au manque de suivi, pilotage, entretien par rapport aux installations. Voilà, je me serais permis de noter qu'effectivement l'entretien et la mise en œuvre, l'installation, mais aussi l'entretien et la vie du bâtiment, eh bien à faire, il faut prêter attention à tout ça, et vous avez la possibilité au travers de l'accompagnement par des energy managers qui pourraient être une réponse à ce qui était exposé par Madame Zedek, et les réponses alignées par Monsieur Deligne. Ça pourrait être quelque chose une direction dans laquelle chercher. Allez, peut-être une dernière question là pour Céline ou Safa sur les produits, sur la Powerplay thermo. Comment sont gérées les phases des givrages PAC en hiver? On a perdu Céline et Safa. Ah. Ok, bon. Il y a une question qui vient d'arriver de Madame Zedek sur les EHPAD. Donc je peux peut-être répondre, si Flavie, le temps qu'on retrouve Safa et Céline. Sur les EHPAD, en fait, la situation est légèrement particulière, puisque le statut des EHPAD va dépendre de la présence de kitchenette dans les parties de nuit. En fait, la RE 2020, comme on le retrouvait déjà côté RT 2012, si on a des cuisines dans les chambres, alors cette partie nuit est considérée comme du logement. Sur le reste de l'établissement, on est considéré comme du tertiaire. Donc, sur la partie logement, la RE 2020 s'applique. Sur le reste du bâtiment, donc les services qui sont proposés, nous n'avons pas encore les exigences de la RE 2020. Après, je n'ai pas le détail de ce qui est appelé qualité d'air. Si c'est lié à l'exigence de la ventilation, elle s'appliquera uniquement dans la partie assujettie au logement, donc la partie chambre. Je ne sais pas si c'était exactement ça la question, mais ne pas hésiter à revenir vers nous par la suite si ce n'est pas clair. Allez, parfait. Écoutez, il est midi. Ce que je vous propose, parce que là, je n'arrive pas à retrouver Céline et Safa pour les questions. Je vais centraliser, moi, de toute façon, toutes vos questions. On y répondra, bien sûr. Vous retrouverez notre webinaire en replay à la fois sur notre site internet, et comme je vous l'ai mis dans le chat, je vous l'enverrai également via emailing, avec donc le replay disponible ainsi que la FAQ avec la réponse à toutes vos questions. N'hésitez pas à aller également naviguer sur le site France Air. Vous allez retrouver aussi toutes nos réglementations en vigueur, hein, et pas que dans le secteur tertiaire. Merci à tous, merci à toutes les intervenantes, parce que c'était un webinaire 100% féminin aujourd'hui. Merci pour la qualité, en tout cas, de cette présentation. Merci également aux participants d'avoir échangé. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouveau webinaire avec France Air. Bonne journée, bon appétit, au revoir.